Bonjour, chers élèves. Nous allons donc parler un peu du thème de la journée. Comme vous le savez, à chaque édition, il y a un thème sur lequel vous êtes invité à réfléchir et à faire des recherches et donc à livrer le fruit de votre travail. Et vous serez départagé par un jury qui va vous noter par rapport à la pertinence de votre travail, à la pertinence de la présentation que vous aurez à faire. Mais en même temps, vous aurez un document à rendre qui sera le fruit de vos recherches, mais également de votre réflexion. Donc, ce guide-là vous permet de comprendre ce qu'on attend de vous. Donc, comment est-ce qu'il faut aborder le thème, comment vous devez mener votre recherche, comment est-ce qu'il faut présenter le document que vous aurez à envoyer, je vous le rappelle, avant la journée. Je pense qu'on vous a même donné la date limite de dépôt du document à fournir. Mais également pour préparer une présentation PowerPoint que vous aurez à présenter devant un jury. Donc on va un peu parler du thème d'abord. Et ensuite on va essayer de voir comment le document doit être constitué pour essayer de fixer les règles du jeu pour que vous puissiez tous savoir ce qu'on attend de vous par rapport à la présentation. Nous allons dans un premier temps essayer de comprendre le thème. On va parler brièvement du thème. Donc après, nous familiariser avec les règles de rédaction d'un document scientifique. Donc comme il s'agit d'une journée scientifique, c'est le moment d'essayer de vous familiariser avec les règles de rédaction d'un document scientifique. Parce qu'un document scientifique, ça vous le saurez quand vous allez, lorsque vous aurez à faire des études supérieures. Un scientifique doit obéir, le travail d'un scientifique doit toujours obéir à des règles qui sont des règles, je peux dire, universelles, parce que utilisées par toute la communauté scientifique. Donc on va essayer un peu de vous pousser, même si c'est parfois difficile, à respecter ces règles-là et à donc essayer d'avoir un travail rigoureux, à faire un travail rigoureux qui puisse vous permettre de pouvoir vous préparer à la vie future. Ensuite, nous allons essayer de... Ce travail-là va aussi faciliter la tâche aux correcteurs, c'est-à-dire aux membres du jury. Harmoniser l'évaluation, ça permettra d'avoir une certaine objectivité par rapport à l'évaluation. Commencer, donc le plan sera le suivant. On aura le thème, on va parler un peu du thème, la mise en forme, c'est-à-dire le document que vous aurez à présenter, comment ce document-là doit être présenté, et on va un peu parler de ces règles-là dont je viens de vous parler. Ensuite, comment vous devez présenter les illustrations, parce qu'un document, les illustrations permettent de comprendre un document. Donc ces illustrations-là sont importantes, mais encore faudrait-il qu'elles soient bien présentées pour faciliter la lecture du document que vous allez présenter. Et à la fin, toute recherche, quand on fait une recherche par rapport à un thème, il y a la recherche vous faites cette recherche là sur des documents, c'est-à-dire vous allez tirer des informations sur des documents. Donc l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'à chaque fois que vous tirez une information d'un document, que vous puissiez mentionner que vous avez ce que vous donnez comme information ne vient pas de vous. Donc il faut donner la référence, c'est-à-dire là d'où vous avez tiré cette information, si je peux dire. Donc par rapport au thème, le thème de cette année c'est les ODD, l'agriculture durable et la sécurité alimentaire. En fait, depuis septembre 2015, les dirigeants de ce monde se sont réunis et ils ont ciblé un certain nombre d'objectifs
qui puisse permettre un bon développement. Un développement à la fois inclusif, c'est-à-dire qui inclut toutes les couches de la population, mais également pérenne. Parce que avant les ODD, il y avait ce qu'on appelait les organismes, les OMD, les objectifs millénaires du développement. Mais cette fois-ci, les dirigeants se sont dit que vu les problèmes, la problématique de l'environnement, les problèmes liés à la conservation des ressources, il serait mieux d'adosser à ces objectifs-là, de prendre en charge le développement durable. Donc c'est une forme de continuité de ces OMD-là, les objectifs du millénaire pour le développement. Donc il y a eu une reformulation et un réajustement qui a permis de parler des objectifs du développement durable. Ces objectifs-là sont au nombre de 17 et l'accord est entré en vigueur à partir de janvier 2016 et il est prévu jusqu'en 2030, c'est-à-dire tous les États signataires doivent tenir compte de ces objectifs-là dans la mise en place de leur politique de développement. Parmi ces objectifs, nous avons l'objectif 2, qui est un objectif qui semble être majeur pour le continent africain, parce que tous les objectifs sont interconnectés. Ça, vous aurez à le remarquer lorsque vous allez faire votre recherche. Mais nous avons choisi, pour ne pas que ce soit trop difficile pour vous, nous avons choisi un objectif, c'est l'objectif 2. Donc, si vous regardez bien le titre tel qu'écrit, pourrait vous induire en erreur. En fait, ce qu'on attend de vous, c'est de parler surtout de l'objectif de l'agriculture durable et la sécurité alimentaire. Donc, vous aurez peut-être à faire un rappel historique par rapport à ces objectifs-là, mais surtout, ce qu'on attend, donc les correcteurs vont tenir compte de ces 3 questions-là auxquelles vous êtes tenu d'apporter des éléments de réponse. Qu'est-ce que l'agriculture durable? Quand on parle d'agriculture durable, c'est quoi l'agriculture durable? Et il faut toujours tenir compte du contexte sénégalais et africain en général. Qu'est-ce que la sécurité alimentaire? Parce que l'objectif, on parle de lutte contre la faim, agriculture durable, sécurité alimentaire. Donc il y a un lien entre ces 3-là. Pour lutter contre la faim, il faut une bonne agriculture qui puisse permettre d'atteindre la sécurité alimentaire. Donc il faut comprendre ce que c'est que l'agriculture durable. On vous demande d'apporter des réponses par rapport à ça. Qu'est-ce que la sécurité alimentaire? Et quels sont les éléments qui puissent permettre d'atteindre la sécurité alimentaire? Ça, c'est la deuxième question à laquelle vous êtes tenu de répondre. Et ensuite, comment, pour parler du cas spécifique du Sénégal et de voir comment est-ce qu'il peut atteindre la sécurité alimentaire grâce à une agriculture durable. Donc là, on va faire le lien entre les deux et on va tenir compte du contexte sénégalais, qui est le contexte qui nous concerne le plus. Par rapport à cela, le document que vous aurez à présenter sera le fruit donc de votre recherche, mais également de votre réflexion, parce que ici il ne s'agit pas simplement d'aller sur Internet, d'ouvrir un site, de copier et de coller et de venir présenter. C'est pour éviter cela, étant donné que vous travaillez en groupe, sous la supervision probablement, certainement de vos encadreurs, le document que vous aurez à présenter sera un document où on va voir si les élèves sont allés au-delà du simple fait d'aller recueillir des informations et de les présenter. On veut que vous puissiez, autant que possible, apporter
votre contribution par rapport à la réflexion sur cet objectif. Maintenant, concernant le document, là pour la mise en forme, le plan général du document. Donc un document, vous aurez ces différentes parties dans ce document-là. Le résumé en français. Ensuite, il y a l'abstract, un résumé en anglais qui fait suite au résumé. Il y a la page suivante et la page des sigles et abréviations, les symboles et unités. On aura peut-être l'occasion de vous, si vous avez des questions, donc pendant les forums que nous organisons tous les mercredis, vous aurez peut-être des réponses, des éléments de réponse. Donc à la prochaine rencontre virtuelle que nous aurons, nous allons un peu essayer de répondre aux éventuelles questions que vous aurez à poser. Ensuite, il y aura la liste des tableaux. Sur la page suivante, la liste des figures. Ensuite, la liste des photos. Et avant d'attaquer, donc toutes ces parties-là qui précèdent, résumé, abstract, sigle et abréviation, liste des tableaux, liste de figures, liste de photos, toutes ces parties-là, chaque partie doit figurer sur une page. Et ensuite vient donc le corps du texte qui commence par une introduction. Donc, et qui se termine par une conclusion. Nous n'avons pas voulu vous imposer un plan par rapport au texte du document. Ici, on vous laisse choisir par rapport à comment vous allez aborder le sujet. On vous laisse choisir votre propre plan. Et à la fin, il faudra toujours présenter les références bibliographiques. Il faut surtout un résumé en français et un autre en anglais, comme on l'a mentionné. Donc ce sont des éléments importants. Mettre la liste des sigles et abréviations également et des unités qui figurent dans le texte. Par exemple, si dans le texte vous avez mentionné 10 kg. En général, le signe c'est kg, c'est-à-dire le symbole qu'on utilise. Il faudrait, même si ça semble évident pour vous, mais pour le lecteur, il n'est pas évident, il n'est pas dit que celui qui va lire le document sait ce que cela signifie. Donc, quand on parle des listes d'abréviations, de symboles et d'unités, c'est de ça qu'on parle, il faut les mettre. Vous avez par exemple mis PNUD, qui signifie Programme des Nations Unies pour le développement. Mais vous le savez parce que au moment de vos recherches certainement, ou bien avant, vous avez eu à voir la signification de ce sigle. Mais il faut quand même essayer de donner donc dans cette liste là, dans cette partie là, ce que ça signifie, Programme des Nations Unies pour le développement. Donc, et ce qu'on vous demande, c'est que il y a parfois, par exemple, FAO, dont la signification est en anglais, vous pouvez donner la signification en français. Même si FAO, c'est la signification en anglais. Avant l'introduction, il faut mettre les listes des différentes illustrations. Liste des tableaux, liste des images, liste des figures dans cet ordre. Il faut les mettre dans l'ordre mentionné. Et pour chaque liste, donc ça, il faut bien le noter, il faut utiliser une page, je l'ai déjà dit. Ne pas mettre deux listes sur une même page. Et préciser les sources différentes des différentes illustrations. À chaque fois que vous avez une illustration, il faut mettre à la fin, entre parenthèses, la source. Par exemple, si vous avez tiré ça, si vous l'avez obtenu à partir au niveau d'un site, par exemple, si c'est le site des Nations Unies, donc vous mettez entre parenthèses ONU et vous donnez l'année. Mais aussi le corps du document, c'est-à-dire depuis l'introduction jusqu'à la conclusion. Le corps du document ne doit pas dépasser 10 pages. Et ça, on y tient. Parce qu'il vous faut, après avoir fait vos recherches,
il vous faut fournir donc un résumé, un travail qui doit être un travail de synthèse. Donc, pour éviter que ça ne parte dans tous les sens, on vous impose à respecter le nombre de pages. Donc, je dis bien depuis l'introduction, comme vous le voyez bien, jusqu'à la conclusion, il ne faut pas dépasser 10 pages. Et d'ailleurs, les listes qui viennent avant cette introduction-là, la pagination est faite avec des chiffres arabes, c'est-à-dire ou bien avec des chiffres arabes, donc qui seront différents des chiffres qu'on utilise pour la pagination depuis l'introduction, où on met 1, 2, 3, 4. Mais avant, il faut mettre les symboles en arabe. Pour la mise en forme, la liste des tableaux, des figures par ordre d'apparition. Par exemple, quand on doit mettre la liste des tableaux, les tableaux dans le texte, le premier tableau que vous mettez dans le texte, vous mettez tableau 1, vous mettez 2 points, le titre. Et à pour ce cas-là, je vous le rappelle, les titres de tableau, on les met au-dessus, c'est-à-dire au-dessus du tableau, en haut. Mais quand il s'agit d'une figure ou bien d'une photo, le titre, vous le mettez en bas, c'est-à-dire sous l'élément à illustrer, sous la figure ou bien sous la photo. Avec, si possible, une légende précise et détaillée, c'est-à-dire une légende qui permet de pouvoir faciliter la lecture du document. Par exemple, s'il s'agit d'une carte, en général, une carte, il y a des couleurs, il y a des lignes de niveau, par exemple, il y a beaucoup d'éléments sur la carte qui permettent de pouvoir comprendre la carte. Ces éléments-là, ce sont ces éléments-là que vous mettez au niveau de la légende et à qui vous donnez leur signification. La liste des sigles et abréviations, vous donnez cette liste-là par ordre alphabétique. Par exemple, ici, on a, par exemple, ASTIC, ONU, UCAD. ASTIC commence par A. Donc, on met d'abord ASTIC et on donne sa signification. Ensuite, après A, donc parmi les trois, c'est O qui vient, on met ONU. Après, vous donnez donc sa signification en français, si possible. Et UCAD aussi qui vient, qui commence par U, donc on le met après et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. La liste des symboles également par ordre alphabétique et il faut préciser les définitions et les unités. Par exemple, km c'est kilo, kilomètre. Donc il faut toujours le préciser. Même le symbole du pourcentage, ça aussi vous le mettez. Pour ce qui est de la mise en forme, par rapport à comment doit être le document, au moment de rédiger, vous voyez, à chaque fois que vous ouvrez une page sur Word, vous avez ce qu'on appelle les marges. Il y a les marges supérieures et inférieures, les marges de droite et de gauche, marge latérale. Donc pour ce qui est des marges supérieures et inférieures de gauche comme de droite, la marge à respecter est de 2,5 cm. Le caractère, les chapitres, au niveau des chapitres, les caractères doivent être en Times New Roman, gras, majuscule, 14 pour ce qui est des titres des chapitres. Il faut les mettre en gras, majuscule 14. Par exemple, les chapitres, chaque chapitre, le titre des chapitres, vous les mettez en Times New Roman, gras, majuscule 14. Mais s'il s'agit d'un titre dans le texte, par exemple, vous avez petit 1, grand 1, le développement durable. Donc là, vous mettez ces titres-là en Times New Roman, gras, majuscule 12. Les sous-titres, par exemple, petit a, petit b, etc., vous les mettez en Times New Roman, gras, minuscule 12 cette fois-ci. Donc, et le corps du texte en Times New Roman, minuscule 12 avec interligne 1,5. Donc, il faut bien respecter ces règles-là
parce que la correction va tenir compte de tout cela. Les correcteurs auront des grilles de correction sur lesquelles il leur sera demandé de tenir compte de ces éléments-là. Pour ce qui est de la mise en forme, il faut quelques exemples. Par exemple, parce que quand on fait une recherche, un scientifique ne tire pas ses informations de n'importe où. Vous ne pouvez pas, par exemple, il ne serait pas très indiqué de consulter n'importe quel document. Les élèves ont l'habitude, quand on leur demande de faire une recherche, d'aller sur Wikipédia et de recueillir des informations, de copier et de coller, après c'est fini. Ou bien ils vont prendre le premier journal qui leur tombe entre les mains et ils lisent tout ce qu'ils voient là-bas, ils le prennent comme vérité absolue. Ça, c'est pas une bonne façon de faire. Il y a plusieurs types de documents. Il y a des ouvrages qui peuvent être électroniques comme qui peuvent être physiques. Des chapitres ou contributions à un ouvrage. Des articles de périodiques. Des mémoires ou des thèses. Par exemple, quelqu'un qui a fait ses recherches dans le domaine concerné et qui a publié ces recherches-là sous forme de mémoire ou de thèse ou d'article. Donc on peut supposer que c'est un travail qui a respecté les normes de recherche scientifique, donc qui normalement doivent avoir une certaine crédibilité, donc à partir desquelles vous pouvez tirer des informations. Il peut s'agir aussi d'une communication d'un expert dans un congrès ou bien lors des séminaires ou des conférences. Ou bien un document électronique parce que par exemple parfois certains articles vous pouvez les trouver en format électronique sur certains sites, ou bien des thèses ou des mémoires en document électronique. Donc ce sont voilà un peu quelques exemples de documents que vous pourrez consulter pour essayer de trouver des informations qui puissent vous permettre de... Les illustrations et tableaux doivent être numérotés selon leur ordre d'apparition. Les tableaux 1, tableau 2, tableau 3. Le titre d'une figure est noté en bas de la figure, mais s'il s'agit d'un tableau, comme je vous l'ai déjà dit, vous le mettez au-dessus, en haut du tableau. Les tableaux et figures sont numérotés en chiffres arabes. Les photos sont également numérotées en chiffres arabes avec un titre et une légende si nécessaire. Toutes les illustrations, c'est-à-dire les tableaux, les figures, les photos, les schémas, doivent être très lisibles et il faut y mettre la source entre parenthèses. Et c'est important. Maintenant, par rapport à la présentation, les références par exemple, si vous avez consulté un article ou bien si vous avez consulté disons un livre, la partie que vous avez consultée et qui vous a permis de formuler une partie de votre document, donc il faudra que ce document là que vous avez consulté, il faudra le mettre dans la partie référence bibliographique. Et le format qu'on a choisi, c'est comme vous le voyez ici, c'est que les documents doivent être énumérés non pas par ordre alphabétique, mais par ordre d'apparition dans le texte. Par exemple, la première source que vous avez citée dans le texte vous lui affecter le numéro 1. Et dans la partie référence bibliographique, c'est celui-là que vous mettez en premier en mettant le 1, comme vous l'avez mis sur le document. Par exemple, ici, vous mettez le nom de l'auteur. En général, lorsque vous citez un passage qui provient d'un ouvrage, par exemple, si vous avez cité, par exemple, Renelli 2004, un ouvrage qui porte sur l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Vous avez pris des passages là-bas. Lorsque vous mentionnez ces passages-là, vous allez, une fois que vous avez fini de mentionner le passage, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez Ranelli, virgule 2004. Vous fermez la parenthèse. Maintenant, au niveau de la référence, vous mettez le numéro qui concerne cet auteur-là, donc son ordre d'apparition dans le texte, et vous mettez son nom, virgule,
ça représente le prénom, la première lettre de son prénom, l'année de publication. Ensuite, vous mettez le titre du document, l'édition, le numéro d'édition, comme vous le voyez ici, la ville où a été édité le document, et donc l'éditeur, celui qui a édité, et la page où vous avez tiré pour permettre éventuellement à celui qui va corriger de vérifier si effectivement l'information là vous l'avez tiré de ce document, et si vous avez rapporté ce qui a été mentionné dans le document. Parce que parfois les gens peuvent dire, ils peuvent énumérer quelque chose ou bien peuvent citer un auteur. Vous allez vérifier et vous vous rendez compte que il a changé le sens de ce que l'auteur a dit. C'est-à-dire il a mal rapporté les propos de l'auteur. Donc pour pouvoir le vérifier, on demande de mettre la source. Maintenant, il y a une précision à faire à ce niveau. Quand vous avez, par exemple, si vous avez cité Reneli une fois, ensuite, et qu'à la suite, vous le citez une seconde fois, par exemple, vous avez cité d'autres auteurs, et vous le citez à nouveau, vous remettez le même numéro que vous lui avez déjà affecté le 1, pour éviter les confusions. Donc vous lui donnez toujours, même si vous le citez 20 fois, vous allez 20 fois mettre le 1. Donc ça aussi c'est important à noter. Les références, s'il s'agit maintenant d'un document électronique, parce que ce que je viens de vous dire là, ça concerne les documents, par exemple les livres, les articles, les mémoires, les thèses, etc. Mais s'il s'agit d'un document électronique, c'est-à-dire vous êtes allé sur le net, parce que l'internet est la première source de recherche, la première source de consultation quand quelqu'un a des recherches à faire. Donc certainement que la plupart de vos documents seront des documents électroniques. Maintenant, si vous avez consulté une page web, un document électronique, il faut à la fin, dans la partie référence bibliographique, donc il faut mettre le titre du texte, l'organisme ou bien la personne qui est auteur de ce texte, le nombre de pages, la date de consultation. Vous l'avez consulté à quelle date? Et ça c'est important. Pourquoi? Parce que vous savez que la plupart des sites internet changent les contenus au fur et à mesure. Au fil du temps, ils peuvent changer des contenus. Donc si par exemple vous avez mentionné une information, si vous ne mettez pas la date de consultation et que cette information là soit changée ou enlevée par la suite, il est évident que quand on va vérifier, on va se rendre compte que l'information ne figure plus sur la page que vous avez mentionnée, et dans ce cas cela pourrait pousser à penser que vous n'avez pas réellement consulté le document. Donc il faut mettre la date de consultation. Et à la fin, il faut donc quand vous ouvrez la page, sur la barre des tâches, la barre d'adresse, vous copiez l'adresse et vous le mettez à la fin, comme vous le voyez ici, http 3w. Donc vous mettez l'adresse en entier pour permettre de pouvoir avec ce lien là remonter pour voir pour vérifier le document en question. Voilà un peu ce sur quoi on devait parler. Donc si vous avez des questions par rapport ou bien des préoccupations par rapport à ce dont on vient de parler, vous pouvez aller sur le site et poser vos questions. Vous aurez les réponses que vous attendez.